Donc je me permets sans transition de continuer pour aborder donc le sujet qui m'était dévolu, à savoir les indications géographiques à aire géographique intrinsèquement internationale. Cette idée d'indication géographique à intrinsèquement internationale, à aire géographique intrinsèquement internationale, a priori est surprenante. Parce qu'effectivement, quand on pense aux indications géographiques, elles sont classiquement connues pour désigner plutôt des produits locaux, des zones de production nationales ou infranationales, des produits qui viennent effectivement d'une certaine zone géographique précisément délimitée dans le cahier des charges et qui correspond, selon les textes, souvent, on a ce trio qui est rappelé par les textes à un lieu déterminé, à une région déterminée, voire dans des cas exceptionnels, nous disent les textes, à un pays déterminé. Donc, traditionnellement, c'est vrai que les indications géographiques, elles sont définies, voire perçues, plutôt comme désignant des zones de production nationales ou plus petites, infranationales. Alors, c'est pas forcément étonnant. C'est pas forcément étonnant puisque tant qu'on étudie les législations nationales, on imagine bien que leur premier objectif, c'était d'aider par les indications géographiques des productions internes qui se déployaient justement à cette échelle au plus large nationale, au plus petit local. Et même le système international qui a été ensuite bâti, assez tardivement quand même, bâti avec l'arrangement de Lisbonne, donc même dans ce système international, donc l'arrangement de Lisbonne, il concerne, comme vous pouvez le voir, la protection des appellations d'origine et l'enregistrement international dans sa version de 1958 et révisée encore en 1979. Ce système international lui-même a été construit sur cette idée d'indication géographique intrinsèquement nationale, voire infranationale. L'arrangement de Lisbonne, il lie encore aujourd'hui 30 États et son article 2 définit toujours l'appellation d'origine comme la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité. Donc là encore, on le voit, c'est encore une conception de l'appellation d'origine nationale ou infranationale, mais pas internationale. Alors certes, par l'enregistrement international que propose l'arrangement de Lisbonne, on peut bénéficier d'une reconnaissance et d'une protection juridique dans d'autres pays que le pays de production. C'est ce que prévoit explicitement l'article 1er de l'arrangement de Lisbonne. Mais ça ne modifie en rien la dimension nationale ou infranationale de la zone de production. Et par l'arrangement de Lisbonne, vous le voyez, c'est la lettre même de l'article 1er, paragraphe 2, les pays contractants s'engageaient à protéger sur leur territoire les appellations d'origine, et là je le souligne, des produits des autres pays de l'Union. Donc on avait encore bien cette idée d'une protection à l'international, certes, mais d'une production nationale au plus large. Voilà, donc cette idée d'une indication géographique transfrontalière, on va voir que c'est possible, une indication géographique, elle peut aussi être transfrontalière, partagée entre deux ou plusieurs pays. On se rend compte qu'elle est venue progressivement. Cette indication géographique qui sert à désigner des produits originaires d'une aire géographique transfrontalière est venue progressivement, elle a émergé, ce sera donc le premier point que j'évoquerai, elle a émergé progressivement dans la pratique d'abord et puis dans les textes ensuite. Et ces indications géographiques transfrontalières, une fois qu'elles ont été ainsi reconnues en tant que telles par les textes, il conviendra d'envisager les conséquences qu'elles ont, quelles sont ces conséquences, les incidences de ces indications géographiques transfrontalières. Donc ce sera le deuxième point. S'agissant du premier point, l'émergence des indications géographiques transfrontalières, je vous l'ai dit, je l'envisagerai d'abord dans la pratique, puisque c'est chronologiquement, historiquement comme ça, que cette notion, ce phénomène d'abord et cette notion ensuite a émergé, d'abord dans la pratique, avant d'être reconnue, intégrée dans les textes. Donc, s'agissant de l'émergence dans la pratique,
Parmi toutes les productions, qui, vous l'avez compris, peuvent être des produits industriels, artisanaux, mais aussi, pendant très longtemps, essentiellement agroalimentaires, et bien, dans toutes ces productions, il semble que ce soit les boissons spiritueuses qui aient été le premier domaine où sont apparues des indications géographiques transfrontalières. Et là, je le rappelle, je le souligne, sans que les textes juridiques l'aient particulièrement envisagé, l'aient repéré, appréhendé en tant que tel. Et en particulier, donc ici, j'en ai deux à vous citer, deux exemples de ces indications géographiques transfrontalières. Au final, je l'annonce, on peut en trouver quand même 23 aujourd'hui dans le droit de l'Union européenne, c'est des indications géographiques transfrontalières. Donc les deux premières, historiquement, dégagées dès 1989, c'est deux indications géographiques transfrontalières liées à l'Irlande, l'Irish Whiskey et l'Irish Cream. Donc l'Irish Whiskey, une eau de vie fabriquée en Irlande par distillation de céréales, l'Irish Cream, une liqueur produite en Irlande à base de whisky irlandais, de crème et de diverses plantes. Et ces deux indications géographiques, ce sont deux IG, équivalent d'IGP, on dira. Ces deux indications géographiques, elles étaient déjà, en 89, de fait transfrontalières, puisque l'aire de production, vous le voyez sur l'image, elle correspond à l'intégralité de l'île d'Irlande. Donc partagée à l'époque entre deux pays membres de la communauté, à savoir la République d'Irlande d'un côté et de l'autre côté l'Irlande du Nord, partie britannique. Aujourd'hui, c'est intéressant de souligner que ces indications géographiques transfrontalières qui existent toujours, elles sont devenues, par la force des choses, par le Brexit, désormais des exemples d'IG transfrontalières alors non plus exclusivement entre des États membres de l'Union européenne, mais entre un État membre de l'Union européenne, la République d'Irlande, et l'autre côté, un État tiers, le Royaume-Uni, avec la partie constitutive de l'Irlande du Nord. Un autre ensemble, beaucoup plus substantiel, d'indications géographiques transfrontalières pour des boissons spiritueuses a été reconnu par le règlement CE 110-2008 du 15 janvier 2008. Et il y avait donc dans ce règlement une annexe 3, il avait rassemblé dans l'annexe 3 la liste des indications géographiques qu'il protégeait. Donc toutes sont de la même date, de la même époque, ont toutes été enregistrées à cette époque, donc de janvier ou février 2008, j'ai plus la date en tête exactement. Et ces indications géographiques transfrontalières, qui sont parmi toutes les indications repérées dans l'annexe 3, elles ont une aire de production qui est partagée au minimum entre 2 États, ou pour certains 3, et même 4 pour certains. Donc, l'indication géographique titulaire du record, de ce point de vue-là, l'indication géographique transfrontalière titulaire du record depuis 2008, c'est l'indication géographique Genièvre, pour une eau de vie aromatisée de baie de genévrier, qui, vous le voyez, a une aire de production qui se partage entre 4 États membres, à savoir tout le territoire de la Belgique, tout le territoire des Pays-Bas, 2 départements seulement de la France, le Nord et le Pas-de-Calais, et 2 autres Länder d'Allemagne, qui sont les Länder de Basse-Saxe et de Rhénanie du Nord-Westphalie. Vous avez juste en dessous une forme de variante de ce genièvre, 2 variantes de genièvre, le genièvre de grain, le genièvre aux fruits, qui sont eux aussi transfrontalières, avec tout le territoire de la Belgique, tout le territoire des Pays-Bas, et pour le genièvre de grain, les 2 départements français du Nord et du Pas-de-Calais, et pour le genièvre aux fruits, c'est l'Allemagne qui prend la relève avec la Basse-Saxe et la Rhénanie du Nord-Westphalie. Voilà, encore un dernier exemple avec 3 États membres rassemblés dans une même indication géographique, Korn ou Kornbrand, pour une boisson alcoolisée fabriquée à partir de céréales, qui rassemble cette fois-ci tout le territoire de l'Allemagne, tout le territoire de l'Autriche, et une partie de la Belgique seulement, mais la partie germanophone de la Belgique. Voilà, et pour terminer, ce règlement de 2008, il reconnaissait aussi des indications géographiques transfrontalières entre 2 États. Elles sont nombreuses, vous en connaissez forcément quelques-unes. Vous voyez, il y a le Génépi des Alpes, donc qui se partage entre la France et l'Italie, et plus précisément une aire de production qui est centrée sur 2 régions italiennes, le Piémont et la vallée d'Aoste, 6 départements français. Vous avez
Plus lointaine, la Palinka, qui est une eau-de-vie d'abricot obtenue par double distillation, dont l'aire de production est toute la Hongrie, plus 4 lenders autrichiens qui sont ici indiqués. L'ouzo aussi, je pense que voilà, quand même assez célèbre comme boisson alcoolisée anisée, qui se partage effectivement entre 2 États de l'Union européenne, la Grèce et l'île de Chypre. Vous avez encore des genièvres, alors avec un jeune genièvre et un vieux genièvre, c'est donc plus ou moins maltais, plus ou moins sucré, et qui tous les deux se partagent sur les territoires de la Belgique et des Pays-Bas. Et pour terminer, l'Irish Poteen, on retourne dans l'île d'Irlande, puisque là encore, c'est tout le territoire de l'île qui est concerné, et c'est un alcool donc obtenu par distillation de pommes de terre ou d'orge maltais. Voilà, donc vous le voyez, alors même que la catégorie n'existait pas, n'était pas repérée en tant que telle dans les règlements, les IG transfrontalières étaient une réalité déjà présente et reconnue par les textes de fait. Voilà, donc émergence ensuite de la notion dans les textes. Est-ce que cette notion, c'est la première question qu'on pourrait se poser assez logiquement, est-ce qu'elle a émergé dans une enceinte internationale, et en particulier, est-ce qu'elle a émergé avec l'accord sur les ADPIC, qui donc est une annexe de l'accord de Marrakech qui a institué l'OMC en 1994 ? En fait, pas vraiment, vous allez voir. Je pense que c'était pas vraiment conçu, envisagé en tant que tel par les rédacteurs de l'accord sur les ADPIC. C'est l'article 22 qu'on peut envisager. L'article 22 de l'accord sur les ADPIC, il définit les indications géographiques, vous le voyez, comme des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre ou d'une région ou localité de ce territoire. Donc on le voit, l'article 22, il n'envisage l'indication géographique que comme désignant un produit originaire du territoire d'un membre ou d'une fraction plus petite de ce territoire d'un membre, qui serait une région ou une localité. Lorsque ce membre, c'est ça le terme qu'il faut ici un peu plus explorer, lorsque le membre dont il est question, c'est un État membre de l'OMC et en même temps membre de l'accord sur les ADPIC, l'indication géographique ainsi définie, elle continue de renvoyer exclusivement à une production nationale ou infranationale. Tant qu'on en est là, on voit l'article 22 n'ouvre pas du tout la voie à des indications géographiques transfrontalières. Néanmoins, il faut quand même noter que membres, dans la terminologie de l'accord sur les ADPIC, ce n'est pas seulement des États. Ça peut être aussi des organisations régionales. Et en premier lieu, il faut citer l'Union européenne depuis le 1er janvier 1995. Donc, même si on s'en tient à la lettre de cet article 22, on voit qu'une indication géographique peut servir à identifier un produit comme étant originaire du territoire de l'organisation régionale, qui est l'Union européenne, ou d'une fraction plus petite de ce territoire régional. Donc dans le contexte de l'Union européenne, mais uniquement dans ce contexte-là, puisque c'est la seule organisation aussi régionale qui soit membre de l'accord sur les ADPIC, il devient possible d'envisager des indications géographiques AR transfrontalières. Alors, est-ce qu'en pratique, il serait possible d'imaginer une indication géographique qui serait transfrontalière, mais parce qu'elle renverrait à une production régionale dont l'aire géographique de production serait tout le territoire de l'Union européenne, le territoire des 27 ? Ça me semble impossible si on envisage une appellation d'origine. Je rappelle qu'une appellation d'origine, elle sert elle aussi spécifiquement à désigner un produit comme étant originaire d'une zone géographique, mais la particularité, c'est que cette zone géographique constitue un milieu géographique, c'est-à-dire un terroir marqué par l'interaction de facteurs humains, techniques de production, mais aussi de facteurs naturels, qui eux ne sont pas transposables, qui n'existent que sur cette zone géographique. Or, le territoire de l'Union européenne, vous vous en rendez compte, surtout le territoire des 27, est beaucoup trop vaste et diversifié pour constituer un seul et même terroir. Donc c'est impossible, je pense, on peut le dire, impossible qu'il y ait des appellations d'origine transfrontalières dans l'Union européenne, compte tenu de la diversité des conditions naturelles, géologiques, climatiques et environnementales. On ne peut pas dégager là-dedans un seul et même terroir homogène pour une quelconque production, même de produits industriels ou artisanaux, à mon avis.
Bon, voilà, donc en revanche, il n'est pas exclu qu'une indication géographique au sens strict, une indication géographique au sens strict, désigne un produit dont l'aire géographique de production correspondrait à l'ensemble du territoire de l'Union européenne. C'est envisageable si effectivement les caractéristiques de ce produit ne tiennent qu'à des facteurs humains et aucun facteur naturel, un savoir-faire, des techniques de production, un mode de production partagé dans toute l'Union européenne. Mais de manière un peu plus réaliste encore, une indication géographique et même une appellation d'origine protégée peuvent désigner des produits originaires d'une zone géographique plus étroite que le territoire entier de l'Union européenne, mais transfrontière parce que partagée entre 2 ou plusieurs États membres de l'Union européenne. Voilà, alors, mais vous le voyez, c'est intéressant de remarquer que l'indication géographique transfrontalière, elle n'était pas délibérément appréhendée en tant que telle par la définition de l'article 22. Son appréhension est plutôt une conséquence involontaire et probablement inaperçue du fait qu'un membre peut être une organisation régionale, comme c'est le cas de l'Union européenne. Donc c'est pas forcément un très bon exemple, c'est pour ça que j'ai laissé un point d'interrogation, c'est pas forcément vraiment un bon exemple d'un texte qui aurait en conscience envisagé l'idée même d'une indication géographique transfrontalière. En revanche, et là on commence avec des textes qui vraiment prennent à bras-le-corps la notion, le règlement 692-2003 du 8 avril 2003 qui venait modifier le grand règlement qui avait lancé cette protection des indications IGP, AOP à l'échelle de l'Union européenne pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. Ce règlement CE 692-2003, on le voit, il a vraiment, ça y est, lui, fait apparaître dans l'article 5, paragraphe 5, cette notion, alors pas encore d'indication géographique transfrontalière, une petite variante là ici, mais on nous parle d'une aire géographique frontalière. Et c'est vrai que, en plus, la notion est envisagée avec un angle un peu particulier. Vous le voyez, c'est lorsque un État membre est saisi d'une demande qui, bien sûr, concerne une aire de production qui se trouve sur son territoire, mais qui serait partagée frontalière avec un autre pays, peut-être un autre État membre, voire un autre État tiers. Voilà, et c'est ça que envisage le texte pour le régler. Et il envisage dans l'article 12 bis réciproquement comment ça se passe lorsque c'est l'État tiers qui est d'emblée saisi de la demande d'enregistrement par ses producteurs et qui a un aspect, une frontière commune avec un État membre et donc une indication géographique ou une appellation qui pourrait être transfrontalière. Mais vous le voyez, le texte n'envisage pas encore l'idée d'une indication géographique transfrontalière purement externe, qui ne serait constitué qu'entre des États tiers. Le texte, là, n'envisageait que, au mieux, des situations mixtes ou des situations internes à l'Union européenne, mais pas encore de telle reconnaissance des indications géographiques transfrontalières externes. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour cette reconnaissance dans le règlement. Qui a été prolongé, bien sûr. Ensuite, les autres textes qui sont venus, ils ont été nombreux au niveau de l'Union européenne à suivre. Ils ont ensuite constamment continué sur la même lancée et approfondi, amélioré la compréhension de la notion. Vous le voyez ici avec le règlement CE 510-2006, toujours à propos des produits agricoles et denrées alimentaires. L'article 5, paragraphe 1, alinéa 3, cette fois-ci, lui, parle vraiment d'aires géographiques transfrontalières et reconnaît que les groupements de producteurs qui sont concernés, alors même qu'ils appartiennent à des États membres ou à des pays tiers, peuvent former une demande conjointe. Un peu plus tard, le règlement 1151-2012, lui aussi, après le considérant 62 qui dit qu'il faut faciliter les demandes transfrontières visant l'enregistrement conjoint d'appellations d'origine protégée ou d'indications géographiques protégées, eh bien, il est suivi par l'article 49 qui, justement, dit bien que voilà, une appellation d'origine protégée ou une IGP peut désigner une zone géographique transfrontalière avec plusieurs groupements de producteurs qui émanent de différents États membres ou pays tiers. Donc là, voilà, ça y est, on a basculé. On peut aussi avoir des indications géographiques transfrontalières purement externes. Il n'est pas exigé qu'il y ait toujours un élément d'un État membre de l'Union européenne pour cette demande d'enregistrement commune.
Enfin, c'est intéressant de voir que donc l'Union européenne, de fait, a été manifestement parmi les premiers à développer, certainement contraint par le fait que ça existait chez nous, donc il a fallu intégrer la notion. Et c'est intéressant de voir que ça a été intégré à l'échelle internationale. Je reviens sur l'arrangement de Lisbonne, mais dans son tout dernier développement, cet arrangement de Lisbonne, il a été révisé dernièrement par l'acte de Genève, qui date du 20 mai 2015, et ce traité qui est administré par l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, donc là on est face à des règles qui ont vocation à s'appliquer dans le monde entier, sous réserve d'adhésion des États membres, bien sûr, des États, ou des organisations régionales. Vous le voyez, l'article 1er, c'est donc tout premier article, dans ses définitions, vise explicitement cette notion d'une aire géographique transfrontalière située dans des parties contractantes adjacentes ou couvrant celle-ci. Et là encore, il faut prendre soin de recontextualiser, de comprendre qui sont les parties contractantes dans ce texte. C'est tout État ou organisation intergouvernementale. Et précisément, là, vous avez retrouvé l'Union européenne, on en a déjà beaucoup parlé, qui est membre de l'OAPI, de l'acte de Genève, de l'arrangement de Lisbonne depuis le 26 février 2020, mais aussi une organisation régionale africaine consacrée exclusivement à la propriété intellectuelle, qui est l'OAPI, 17 États membres. Je vous ai placé le logo de l'OAPI, en même temps la carte, qui montre bien où se trouvent ces États. Ce sont donc des États africains, essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, essentiellement francophones, c'est vrai aussi, et 17 États membres depuis le 15 mars 2023. Donc, on voit que l'OAPI fait partie aussi des organisations régionales dont la législation pourrait intégrer cette notion d'indication géographique transfrontalière. C'est précisément le cas. Dans la foulée, c'est pour ça, historiquement, l'histoire ne trompe pas, mais révèle, l'OAPI, donc elle a été instituée par l'accord de Bangui en 1977. Cet accord de Bangui a été révisé 2 fois, en 1999 et la dernière fois le 14 décembre 2015, et c'est cette dernière version qui fonctionne aujourd'hui. Dans son annexe 6, c'est la loi uniforme sur les indications géographiques qui vaut pour tous les États membres de l'OAPI. Dans cette annexe 6 sur les indications géographiques, alors vous voyez d'ailleurs que cette annexe 6, elle couvre aussi bien les produits naturels ou agricoles que les produits artisanaux ou industriels. L'article 9 de cette annexe 6 nous explique qu'il est possible de déposer une demande dans le cas d'indications géographiques transfrontalières. Donc la notion est reprise à l'évidence de l'acte de Genève de 2015, de mai 2015, et là le texte est de décembre 2015. Et le texte envisage 2 hypothèses: soit l'indication géographique transfrontalière concerne un ou plusieurs États membres de l'OAPI, soit l'indication géographique transfrontalière concerne un ou plusieurs États membres de l'OAPI et un ou plusieurs États tiers, partis à l'arrangement de Lisbonne, justement, l'acte du 20 mai 2015. Alors, le texte, explicitement, là ici, dans son article 9, laisse de côté les indications géographiques transfrontalières qui seraient complètement externes, qui ne concerneraient que des États tiers, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, c'est réglé un peu plus haut dans l'article 4 de cet accord de Bangui, qui, en fait, tout simplement, pour les indications géographiques comme ça, qui seraient externes et transfrontalières éventuellement à des pays tiers, c'est justement l'arrangement de Lisbonne qui va fonctionner. Ils ne peuvent pas obtenir la protection au sein même de l'OAPI comme ça en tant que tel, mais ils peuvent obtenir leur reconnaissance au sein de l'OAPI par le mécanisme d'enregistrement international et de reconnaissance que prévoit l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne. Voilà, donc pour cette émergence aussi, vous le voyez, dans la sphère africaine. Je reviens pour terminer sur l'Union européenne en vous montrant que, bien sûr, les textes ultérieurs ont repris aussi cette idée d'indication géographique transfrontalière pour les produits industriels ou artisanaux. Vous le voyez dans l'article 8, paragraphe 5, et aussi dans le règlement 2024-1143, qui est devenu un règlement, on va dire, qui institue un régime d'enregistrement commun à toutes les indications géographiques IGP, AOP pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles. Et là aussi, on a
clairement désormais cette notion d'aire géographique transfrontalière, de plusieurs groupements de producteurs qui forment une demande commune d'enregistrement. Et l'article 33, paragraphe 6, est amusant parce qu'il prend soin d'envisager le cas particulier d'une aire géographique transfrontalière entre justement la République d'Irlande et l'Irlande du Nord britannique. Donc le Brexit est de ce point de vue-là un petit peu intégré dans le texte. Voilà donc pour l'émergence, vous voyez donc de fait et ensuite dans les textes le phénomène même des indications géographiques transfrontalières puis la notion a émergé progressivement. Reste à voir maintenant les incidences de ces indications géographiques transfrontalières. Alors des incidences géopolitiques et économiques qui me semblent assez significatives et au contraire, bon, peut sembler bizarre dans un colloque de droit, mais une incidence juridique quand même, il faut reconnaître, assez limitée. Alors, s'agissant des incidences géopolitiques et économiques significatives, au plan géopolitique, l'existence des indications géographiques transfrontalières démontre une chose qui peut sembler quand même assez intéressante, démontre que le culturel transcende les frontières. En effet, le plus petit dénominateur commun à toutes ces indications géographiques transfrontalières, c'est une aire de production délimitée, pas du tout par les frontières, précisément, mais au contraire par une homogénéité culturelle, par le partage d'une même culture matérielle de production agroalimentaire, artisanale ou industrielle, caractérisée par des ingrédients ou des matériaux, des techniques ou des pratiques communes, communs, partagés par les producteurs dans une certaine zone géographique. Et c'est vrai que ces indications géographiques transfrontalières, elles ont ce mérite de bien mettre en valeur, de souligner des héritages culturels, des homogénéités culturelles, des héritages souvent aussi historiques, bien sûr, dans certaines zones géographiques de l'Union européenne. On va le revoir encore ici. Je reprends l'exemple, juste 2 secondes, le genièvre, j'en ai beaucoup parlé déjà, mais c'est quand même celui qui est emblématique, parce que donc, les 4 États membres qui sont réunis dans cette même indication géographique. Ce que je voulais juste, presque sous forme de boutade, souligner, c'est que cette indication géographique Genièvre, elle montre qu'avant même l'existence d'une communauté économique, il y avait déjà une communauté alcoolique. J'envisage pas du tout ça du point de vue des consommateurs, mais du point de vue des producteurs. Il y avait déjà une communauté de distillation de certaines plantes ou parties de plantes qui étaient communes à des populations partagées aujourd'hui entre différents États membres. Pareil pour l'île d'Irlande finalement. On a vu déjà beaucoup de ces exemples. On peut encore rajouter, vous le voyez ici, une agriculture d'élevage bovin à l'herbe grasse d'Irlande, qui est fait l'objet aussi d'une IGP, là encore partagée entre les 2 États que je vous ai déjà indiqués. Le Limbourg aussi. Alors c'est une ancienne région historique, ça a été pendant longtemps un comté, puis un duché, puis une province, et c'est aujourd'hui une zone géographique partagée entre une région historique plutôt, partagée entre la Belgique et les Pays-Bas. Et cette histoire longtemps commune, elle a engendré des cultures matérielles communes qui se retrouvent encore consacrées aujourd'hui dans 2 IGP. Vous voyez, une IGP pour une tarte sucrée, la Limburgse-Vlaai, j'espère que je prononce bien, et une IGP pour le vin, un vin qui est produit des 2 côtés de la Meuse, parce que ce sont les 2 provinces du Limbourg, néerlandaise ou belge, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Oui, c'est ça, qui se partagent cette IGP Maas-Valley, je pense que c'est du Limbourg. Voilà. Vous avez les Pyrénées, bien sûr, aussi, plus proches de nous encore. Les Pyrénées, avec cette homogénéité culturelle constituée autour de l'élevage bovin dans les Pyrénées, avec 2 IGP qui le reflètent, Rosé des Pyrénées catalanes et Vedel des Pyrénées catalanes, donc pour une viande de veau, une viande bovine plus largement. Le bassin du Niémen aussi est une zone frontalière entre la Lituanie et la Pologne, où il y a une longue histoire, là aussi, partagée, et vous le voyez, ça se traduit aujourd'hui par une AOP, donc en plus, on y arrive. Il n'y a pas qu'une communauté culturelle, il y a aussi
cette communauté culturelle s'enracine aussi dans un milieu naturel partagé et déterminant des caractéristiques des produits lorsqu'il s'agit de développer ici pour un miel. Et l'autre zone géographique absolument emblématique d'une telle indication géographique transfrontalière, communauté culturelle et naturelle, environnementale, climatique à l'échelle de l'Union européenne, on a l'Istrie. L'Istrie, donc, c'est cette péninsule de forme triangulaire qui est partagée, vous le voyez sur la diapositive, entre la Croatie pour la plus large part, elle est à 90%, je dirais, croate, mais aussi pour une partie plus restreinte slovène. Et vous voyez, il y a 5 AOP qui traduisent cette communauté culturelle et environnementale dans la péninsule. Voilà, pour du fromage au lait de brebis, pour du miel, pour de la viande bovine maturée, etc. Voilà, donc pour les incidences géopolitiques, il faut encore souligner que la géopolitique pèse nécessairement sur la reconnaissance d'une indication géographique transfrontalière. En mal ou en bien, c'est évident, la formation d'une demande d'enregistrement commune aux producteurs des différents pays concernés, elle n'est évidemment envisageable que si les relations diplomatiques entre les États concernés sont propices. Pas d'espoir d'une indication géographique transfrontalière si les États concernés ne veulent pas coopérer, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, parce qu'ils sont en conflit sur la zone transfrontalière en question, ça peut arriver, ou parce qu'ils se dénigrent réciproquement. Bien évidemment, dans l'autre sens, en bien, l'œuvre d'une organisation régionale telle que celle de l'Union européenne, qui promeut la coopération et même plus l'intégration économique entre ses membres, bien sûr, ça favorise le rapprochement des États et la reconnaissance des indications géographiques transfrontalières. Et j'en profite justement pour rebondir vers l'OAPI, l'organisation africaine. On a vu qu'elle a les outils techniques, la notion est dans son droit. En pratique, malheureusement, les indications géographiques africaines sont très peu mobilisées encore. Ils essayent, je vois que c'est une entreprise qu'ils ont lancée, qu'ils essayent de développer, mais il semblerait qu'il y a à peine une dizaine d'indications géographiques à l'échelle africaine et aucune transfrontalière pour l'instant. Voilà, donc ça n'est pas encore malheureusement une réalité au plan géopolitique ou économique en Afrique. Et pour finir sur l'aspect économique, je pense que les indications géographiques transfrontalières sont particulièrement favorables au commerce international. Déjà parce que, on le voit, elles peuvent naturellement intéresser les consommateurs des pays de production, des différents États concernés, mais aussi les consommateurs des autres pays, puisqu'elles leur garantissent, à tous les consommateurs, quels qu'ils soient, que les produits qui proviennent des différentes zones de l'aire géographique transfrontalière partagent les mêmes caractéristiques qu'ils connaissent ou découvrent et recherchent. Assurément, une indication géographique transfrontalière, est aussi de nature à susciter la curiosité, l'intérêt. Un produit qui est déjà si largement diffusé par sa zone de production internationale, ça intéresse forcément. Ça bénéficie peut-être même, je pense, d'un a priori positif dans l'esprit des consommateurs, puisqu'on peut se dire qu'il est assez improbable, voire impossible, que tant de producteurs se soient entêtés à produire un produit qu'ils ne le mériteraient pas. Si donc les incidences géopolitiques ou économiques des indications géographiques transfrontalières sont évidentes, les incidences juridiques, en revanche, sont très limitées. Une indication géographique transfrontalière reste, par principe, soumise au régime juridique commun qui vaut pour toute indication géographique. Donc tout ce qui est conditions de la protection, régime de la protection, ça n'est pas modifié, ce sont les mêmes règles. La seule véritable spécificité d'un point de vue juridique, vous avez déjà pu vous en rendre compte, elle est procédurale, elle tient à la procédure d'enregistrement, qui est légèrement adaptée. Est-ce qu'on peut faire une demande d'enregistrement commune? Qui peut la déposer? Quelles sont un peu aussi les formalités à respecter? Alors bien sûr, c'est évident pour l'Union européenne d'imposer un certain nombre d'obligations aux États membres, mais c'est beaucoup plus délicat d'imposer ça aussi aux États tiers. Donc on est obligé de jouer ici sur cette dualité un peu délicate. Voilà, il faut arriver à organiser ça de manière assez homogène sans trop empiéter sur la sensibilité ou la souveraineté des États tiers concernés. Voilà, et il faut aussi veiller à assurer une procédure d'opposition dans tous les États concernés, y compris éventuellement
dans les États tiers. Il faut quand même qu'éventuellement des tiers puissent dire « mais moi je ne suis pas d'accord, je pense que cette zone géographique est mal délimitée, que nous… » c'est d'ailleurs, il y a eu ce genre de litige, justement, à propos de l'Istrie, je vous indiquais une AOP, il y a eu la plus ancienne des AOP qui a été reconnue. Ça a été vraiment une démarche assez intéressante. Ça a été lancé par les Croates. Les Croates ont fait la demande. La Slovénie a fait opposition. Et c'est dans la procédure d'opposition qu'ils ont décidé de rebâtir une demande d'enregistrement commune. Et ensuite, toutes les autres indications AOP que je vous ai citées ont été faites sur une demande d'enregistrement commune aux deux États d'emblée. Donc voilà, on voit qu'effectivement, juridiquement, c'est important d'organiser les choses dans la procédure pour qu'il y ait cette coopération, cette prise de conscience, cette information de tout le monde, y compris des producteurs des différents États. Voilà, donc une autre spécificité, mais c'est pas vraiment une spécificité, c'est un point naturel évident, incontournable pour toutes ces indications géographiques transfrontalières. Elles sont très souvent déclinées en plusieurs graphies qui correspondent aux langues des différents pays concernés. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui sur ces indications géographiques transfrontalières qui, on le voit, ont certainement un avenir radieux, j'espère en tout cas, mais elles sont déjà assez nombreuses, 23, je le rappelle, au total. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.